Agir pour endiguer la crise et refonder la politique du logement, c'est le thème de notre deuxième grand débat. Agir vite, car il y a urgence, refonder la politique du logement parce que le secteur mérite mieux que quelques mesurettes. On en discute, on en débat avec nos invités. Je vous demande d'accueillir Dominique Estrosi Sassone, Jean-Paul Mattei, Frédéric Dupont et Sylvain Massonneau. Bonjour à vous quatre et merci d'avoir répondu présent à l'invitation du pôle Habitat FFB. Dominique Estrosi Sassone, vous êtes sénatrice des Alpes-Maritimes, vice-présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Jean-Paul Mattei, vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques, président du groupe démocrate à l'Assemblée. Frédéric Dupont, dirigeant de Clémo Group Exaum, vice-président Pôle Habitat FFB, représentant des promoteurs immobiliers, et Sylvain Massonneau, dirigeant de Tradimaison, vice-président de Pôle Habitat FFB, représentant les constructeurs de maisons. Revenons d'abord sur le CNR Logement. Allez, votre réaction à tous les quatre aux annonces d'Elisabeth Borne le 5 juin, que diriez-vous en une phrase? C'est votre défi. On commence avec vous, Dominique Estrosi Sassone. Non, ça commence mal parce que parler du CNR en une phrase, moi je dirais d'abord mépris, déception, frustration, ou comment arriver à faire en sorte que l'ensemble des acteurs de l'immobilier, de l'acte de construire, fassent l'unanimité contre un machin qui finalement a annoncé des mesures qui ont été aussitôt oubliées. Jean-Paul Mattei. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire simplement qu'il est temps de passer à l'action et de s'atteler, ça a déjà été un peu évoqué tout à l'heure, à une vraie grande loi logement. Voilà. Frédéric Dupont. Oui, comme le disait Mme Estrosi, c'est un mépris total pour toute la famille du bâtiment et ça prouve surtout la méconnaissance et l'éloignement au territoire des gens qui nous gouvernent. Sylvain Massonneau. Le discours de clôture laisse les yeux un peu humides. Moi, j'ai été extrêmement déçu, comme tout le monde. Et on a l'impression que le CNR avait été créé pour décevoir l'espoir des gens qui ont un parcours résidentiel. C'est terrible. Vos mots sont forts, le ton est donné. On va revenir sur les principales annonces de ce CNR Logement. Mais d'abord, écoutez le service après-vente assuré par le ministre du Logement sur le recentrage du PTZ. Écoutez, c'était sur France Info. Qui coûte de l'argent, qu'on a souhaité. Ça veut tout dire. Mais dont on a élargi aussi le périmètre, puisqu'on est en train de travailler aujourd'hui sur un décret qui permettra à plus de villes de rentrer dans les zones en tension. Par définition, vous le savez, Monsieur le Ministre, ceux qui achètent dans les zones tendues sont ceux qui ont un peu plus d'argent, parce que dans ces zones tendues, ça coûte plus cher. Alors oui et non. Dans les zones très tendues, si je prends effectivement l'agglomération parisienne, c'est un PTZ pour les plus riches en fait. C'est vrai que aujourd'hui les critères du PTZ ne permettent pas à des classes moyennes de pouvoir accéder. Donc on est en train de regarder si on peut modifier ces critères pour permettre à plus de personnes dans ces zones très tendues de pouvoir accéder au prêt à taux zéro. Au lieu d'élargir l'éventail du PTZ par rapport aux ménages, vous élargissez le nombre de zones tendues en France. Bien. En fait, c'est ça. Je pense qu'il faut assumer le fait qu'on ne doit pas construire partout en France. Il y a aujourd'hui des zones où il n'y a plus besoin de logements. Donc, on préfère cibler le prêt à taux zéro là où c'est nécessaire de construire. Mais comment on fait quand quand on est un petit couple modeste qui a envie de faire construire sa maison en province, mais pas dans une zone tendue? C'est fini ça. Le petit pavillon, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut être lucide. Sur un certain nombre de villes qui n'ont plus besoin de construction de logements, il vaut mieux travailler sur les logements vacants. Vous avez de la vacance. Vous avez souvent dans ces zones-là, dans ces villes, petites villes, du patrimoine ancien qui n'est plus adapté à la question de la rénovation énergétique aujourd'hui. Donc souvent, dans les centres-villes par exemple, vous avez de la vacance, des logements qui sont plus aux normes, j'ai envie de dire, et qu'il faut, entre guillemets, retaper pour pouvoir loger et être dans ces centres-villes anciens. On veut les accompagner dans cette démarche-là d'acquisition-amélioration. Alors on va revenir sur certains points des déclarations du ministre du Logement. Il évoquait à l'instant le futur décret qui permettrait, selon nos informations, à 200 communes
d'intégrer le PTZ. Ce sont tout de même 32 430 communes, soit 93% du territoire qui en serait privé. Votre réaction, vous, en tant que vice-présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat? Une très mauvaise nouvelle. Recentrer le PTZ, le gouvernement exclut de l'accession à la propriété près de 60% des ménages dans environ 93% des communes. Quelles sont les premières victimes? Ce sont d'abord les ménages modestes, les ménages qui habitent en périphérie, qui habitent dans des zones rurales, dans des zones dites détendues. Ce sont aussi les jeunes qui sont dorénavant exclus de cette accession à la propriété. On le dit aussi, les futurs acquéreurs d'un pavillon qui ne pourront plus en bénéficier. Bref, c'est aussi malheureusement tout le marché de la maison individuelle qui se porte déjà très très mal, qui va encore plus souffrir de ce recentrage du PTZ, mais aussi des milliers d'entreprises et derrière des milliers d'emplois qui participent au quotidien à l'amélioration des lieux de vie de nos concitoyens. Et puis je dirais que sacrifier le seul outil d'accession à la propriété dans le neuf et dans près de 93% des communes, c'est de la part du gouvernement aggraver la fracture entre ceux qui ont les moyens de choisir leur mode d'habiter et ceux, malheureusement, qui seront assignés à résidence. Jean-Paul Mattei, ce recentrage, c'est une fausse bonne idée? Alors, je voudrais vous faire part de mon expérience, parce que moi, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine de l'immobilier, puisque j'ai mon expérience de notaire, même si je ne veux pas mélanger les genres. Mais je voudrais simplement vous dire que le parcours d'acquisition, c'est le parcours d'une vie. Un bien immobilier, c'est un bien à part, qui représente un engagement. Et dans le PTZ, il y avait beaucoup de... C'est pas trop le taux zéro qui est intéressant. C'est surtout le différé de paiement qui permet de créer un apport personnel dans une enveloppe budgétaire. Donc je suis assez étonné que l'on puisse... C'est une faculté d'acquérir, de faculté de monter son dossier d'acquisition pour un jeune couple qui veut devenir propriétaire, qui a un véritable parcours de vie. Voilà, je pense que c'était vraiment un outil qui permettait l'accession à la propriété. Et je ne suis pas d'accord que l'on choisisse l'endroit et qu'on indique aux gens, vous devez vivre là ou là. C'est véritablement s'ingérer dans la vie des gens. Ça correspond, on parlait tout à l'heure de bassin de vie en matière d'entreprise et autres. C'est là où il y a du travail. Ce n'est pas là où on va vous dire, vous devez vous mettre. Voilà. Donc je crois que le PTZ est un outil de financement, peut-être qu'on reviendra, parce que c'est un souci de financement aussi aujourd'hui, l'accession à l'immobilier. Et je pense qu'il ne faut pas y toucher, ou alors de manière très tremblante. Mais je ne pense pas que l'économie financière justifie l'effet catastrophique que ça peut avoir sur l'acquisition. Sylvain, quand vous entendez le ministre du Logement assumer le recentrage du PTZ et parler en ces termes de la maison individuelle, vous réagissez comment? Il l'a fait avec l'aplomb d'un mauvais garagiste. C'est quand même extraordinaire d'expliquer, mais en direct, à 60% de la population qu'elle va être balayée de toute solution d'accession à la propriété dans ces territoires. C'est quand même assez fabuleux quand on a en responsabilité la gestion d'une crise telle qu'on la traverse aujourd'hui. Avec quel aplomb! Le manque de pudeur de cette personne, c'est inadmissible. Quand il parle des logements qui sont déjà existants dans les territoires, mais je l'invite officiellement, je suis prêt à prendre date avec lui en Auvergne, faire la tour moi, de ces petites villes, ces villages, traversés par une départementale ou une nationale. Si vous ouvrez les volets, il y a un camion qui vous les arrache. La maison, elle fait 3 hauteurs, elle est exposée plein nord. Derrière, il y a une falaise. Mais vous faites quoi pour la rénover? Moi, je la signerais à résidence pendant 6 mois dans ce logement-là. On lui passera le message. Dominique Estrosi-Sassone, vous êtes très sensible à la question de l'accession à la propriété. Pour vous, c'est vraiment un outil social. Expliquez-nous. Oui, bien évidemment. On sait tous qu'aujourd'hui, dans notre pays, le parcours résidentiel est entièrement bloqué. Bien sûr, plus particulièrement dans les zones qui sont dites tendues. Et il est bloqué d'abord et avant tout parce qu'on ne construit pas assez de logements sociaux, de logements également intermédiaires, mais aussi parce qu'on a supprimé quasiment tous les outils d'accession à la propriété. Alors on a parlé du PTZ, il y avait aussi l'APL accession.
L'APL accession, ça permet aux primo-accédants de pouvoir acquérir un bien. Moi, projet de loi de finances, après projet de loi de finances, je dépose un amendement pour rétablir l'APL accession qui est voté au Sénat sans aucun problème. Sauf qu'une fois qu'il arrive à l'Assemblée nationale, on n'en veut pas. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ben non, l'APL accession coûte trop cher. Vous savez combien elle coûte l'APL accession au budget d'État? 50 millions d'euros. C'est vraiment rien par rapport aux véritables économies et aux contraintes budgétaires que nous connaissons. On parle aussi du bail réel solidaire. Je n'ai pas de problème avec cet outil. C'est moi-même qui l'ai fait rentrer dans la loi Elan pour que ça soit au moins comptabilisé dans le quota des logements sociaux. Parce que c'est important aussi pour les maires qui vont faire des opérations en BRS, avec quand même un changement de paradigme puisqu'on dissocie le foncier du bâti. Mais c'est un outil qui va rester quand même à la marge. Il ne faut pas penser que le BRS va tout permettre de résoudre. Sauf que c'est quelque chose qui était obligatoirement, qui devait rester parce que ça reste au bout du compte un logement social. Mais là aussi, je veux dire, on voit bien que ce sont des petits outils qui ne permettront pas de relancer l'accession à la propriété. Dans accession à la propriété, il faut parler à la fois d'accession sociale à la propriété et d'accession à coût maîtrisé. Moi, dans la métropole Nice-Côte d'Azur, où j'ai pendant 20 ans eu les délégations en charge du logement, de l'habitat, enfin, etc., on a mis en place un partenariat public-privé entre les promoteurs, mais également les bailleurs sociaux, pour faire en sorte de réguler le marché de l'immobilier. Parce qu'on est dans un territoire tendu qui fait que le marché ne se régule pas naturellement. Eh bien, on a aussi capé les prix d'accession sociale à la propriété, d'accession à coût maîtrisé. Les promoteurs nous disaient non, ça ne va pas marcher. Finalement, on s'aperçoit que ça n'a pas empêché des opérations de sortir et que c'est un moyen aussi de pouvoir encourager cette accession à la propriété dans des territoires où malheureusement, elle n'est plus possible parce qu'il y a un écart trop important entre des populations modestes, voire des classes moyennes, et puis des populations qui ont vraiment un pouvoir d'achat très élevé et dans lesquelles, effectivement, aujourd'hui, eh bien, il n'y a qu'eux qui peuvent acquérir. Donc oui, je suis particulièrement attachée à l'accession à la propriété pour que le parcours résidentiel puisse redémarrer dans notre pays. Alors, on a écouté effectivement le ministre qui assume pleinement, finalement, de ne plus construire dans les zones où il y a trop de logements vacants. Sylvain, au-delà de la formule de tout à l'heure, je voudrais qu'on regarde une photo. Effectivement, ça montre très bien ce que vous décriviez il y a quelques instants, ces bourgs avec ces logements vacants. Il manque le camion qui passe. Presque, effectivement. C'est ce type de maison que l'on voit sur cette photo qu'il faut rénover. Vous n'y croyez pas du tout? Alors, je vais nuancer quand même mon propos. Quand on est dans ces situations-là, aujourd'hui, on est appelé par des élus locaux qui nous disent « Écoutez, M. Massonneau, moi je suis d'accord pour vous libérer une petite zone en périphérie immédiate du bourg. Vous allez me faire 10-15 maisons de ville très denses avec des petits terrains. En contrepartie, vous allez m'éclaircir ce que l'on voit à l'image. On va démolir 6-8 maisons. On va faire un petit parc au cœur du village, un petit terrain de boule. Ça permettra de créer un commerce avec une façade, un micro-parking où on pourra s'arrêter, une boulangerie. Parce que là, vous mettez une boulangerie, vous arrêtez où? Vous faites comment? Quand il y a de la circulation, c'est impossible. Aujourd'hui, on est prêt à travailler sur ces opérations-là, en concertation avec les élus, avec un vrai projet et une vraie dynamique. Si on n'a pas de dynamique financière autour de l'accession à la propriété, ça, c'est foutu. Alors, autre mesure qui fait du bruit, la fin du Pinel. Pour vous, Jean-François Mattei, c'est une sage décision, Jean-Paul Mattei. Pourquoi? Sage décision. Moi, j'ai tout connu. J'ai connu le Quilles-Meignery dans les années, je dirais, ça remonte à quand même pas mal d'années. Tout est parti quand même d'un problème des revenus fonciers qui sont au barème de l'impôt sur le revenu. Donc, on a essayé de réfléchir comment on pouvait ramener l'épargne privée dans l'investissement immobilier. J'insiste, l'immobilier, ce n'est pas... Ça peut être un produit financier, mais c'est essentiellement autre chose qu'un produit financier, ce que je disais tout à l'heure. On arrive à des situations, si on prend avec un peu de recul, on a eu des types de logements et autres qui ne correspondaient pas forcément aux besoins de la famille et qui avaient une valeur vénale, si on se projette dans le temps, dont on peut s'interroger. D'ailleurs, souvent, je disais, c'est presque une fiscalité acceptée et subie, puisqu'on revendait parfois moins cher le bien qu'au moment de l'achat. Donc le gain fiscal du départ était totalement annihilé. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire autre chose. On a évoqué tout à l'heure à demi-mot
le statut de bailleur professionnel, on a une fiscalité, et ça fait partie, j'ai fait plusieurs propositions de mesures au gouvernement dans le cadre de la loi de finances, on en a fait 32 dans mon groupe, il y en a 16 qui concernent le logement. La moitié concerne le logement. Moi, je pense que l'on pourrait très bien dire que quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier pourrait opter à la flat tax. Le revenu foncier aujourd'hui, vous êtes au barème de l'impôt sur le revenu, 45%. Si on raisonne quelqu'un qui est à la tranche de 30%, 30% flat tax. Flat tax. Mais si vous êtes au revenu foncier, vous êtes à 45, plus les contributions sociales, 17,2, plus l'IFI, plus le foncier bâti. Donc pour investir, il faut vraiment en avoir envie. Alors effectivement, on met des systèmes d'amortissement, des choses qui sont des usines à gaz, qui manquent de visibilité. Moi, je pense qu'il faut vraiment de la simplicité. Et donc, moi, il me semble que l'on pourrait relancer ainsi, je dirais, l'investissement. Pourquoi pas oser aussi dire que certains biens immobiliers qui sont loués pour l'habitation, encadrés avec un loyer, vertueux au niveau performance énergétique, logement neuf qui par définition le sont, ou logement ancien, pourraient dans une enveloppe raisonnable sortir de l'IFI. C'est aussi productif que des œuvres d'art qui dorment dans un coffre-fort. C'est des œuvres d'art, je veux dire, qui dorment dans un coffre-fort. C'est aussi utile pour le logement. Voilà, je pense qu'il faut qu'on repense la fiscalité de l'investissement immobilier. Pour moi, le Pinel, c'était une espèce de sparadrap qui manquait, me semble-t-il, vraiment d'efficacité. Voilà pourquoi j'ai dit que le Pinel, ça me semblait, mais à condition, bien évidemment, qu'on ait d'autres outils. La déductibilité des intérêts d'emprunt, par exemple, pour la résidence principale, pourquoi ne pas y réfléchir en le plafonnant, certes, mais ça pourrait être aussi une bulle d'air qu'on donnerait aux investisseurs. On va reparler de la fiscalité tout à l'heure, mais peut-être Frédéric, oui, juste un mot sur le Pinel. Alors effectivement, c'est pas un produit parfait, hein, je suis d'accord avec vous, mais l'avantage du sparadrap, c'est que ça évite au sang de couler quand même. Et donc si on enlève le sparadrap, surtout en ce moment, hein, dans la crise, on en a parlé, reparlé depuis ce matin, avec 300 000 emplois en danger, si on enlève tout de suite cet outil, c'est la mort assurée pour bon nombre d'entre nous dans la salle. Et on ne voit pas la moindre proposition arriver en compensation. Et je pense que c'est un danger terrible à très très court terme, comme le disait M. Kadipan tout à l'heure. Alors, le projet de loi Finances 2024 sera présenté très bientôt en Conseil des ministres. Quel traitement de choc est-ce que vous préconisez, Frédéric? Que souhaiteriez-vous dans ce projet de loi pour relancer la construction neuve, sauver les entreprises qui, vous l'avez dit, sont en danger en ce moment, sauvegarder les emplois et les compétences? Là aussi, je vais être très rapide puisqu'on le dit depuis ce matin. Le PTZ, il faut le maintenir en attendant d'avoir peut-être un meilleur outil. Oui, encore une fois, le PTZ n'est pas parfait, mais donc il faut maintenir le PTZ à 40% partout. Il faut augmenter les seuils, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut augmenter les seuils d'acceptation pour les PTZ parce que les barèmes datent de 2015 ou 2016. Comment ? Avant l'inflation, exactement. Il faut maintenir le Pinel. Alors oui, mais le Pinel version sans doute 2022 et pas le Pinel Plus qui est encore plus contraignant. On peut travailler sur les droits de mutation. Enfin, il y a quand même pas mal de transferts lors des héritages. Si il y a un transfert de propriété et qu'on y crée une résidence principale, on peut peut-être avoir des exonérations de droits de mutation. Enfin, il y a plein de choses. Après, on parlera tout à l'heure des chocs des simplifications, mais il y a une liste à la Prévert qu'on peut faire. Après, l'éternel débat du coût du travail, enfin, on en a plein, quoi. Qu'en pensez-vous, Jean-Paul Mattei? On a d'autres idées. Vous parliez des droits de mutation. On parlait du parcours résidentiel. Pourquoi alors? Il faut faire attention parce que les droits de mutation, c'est l'acquéreur qui les paie. 3,60 vont au département, 1,2 vont à la commune, puisque les droits d'enregistrement. Pourquoi on n'aurait pas droit, lorsque j'achète une première résidence, à un certain montant, et je rachète ensuite, dans le cas d'un parcours résidentiel, une deuxième résidence au titre de ma résidence principale, pouvoir déduire au moins les droits que j'avais payés en amont. Comme ça faciliterait la mobilité. Après, à mon sens, il faut qu'on travaille sur les plus-values immobilières. Il faut que le fait de garder les biens 30 ans fait de la rétention foncière dans tous les domaines.
Et il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Donc il y a deux outils, mais je reconnais que c'est des éléments un peu systémiques, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais moi j'assume complètement de dire, pourquoi ? Parce que j'ai un terrain qui est devenu agricole, qui devient un terrain à bâtir, je le possède depuis plus de 30 ans, qui valait 1 euro le mètre carré, qui se trouve valoir 100 euros le mètre carré, parce que je l'ai depuis 30 ans, je ne paie rien. Il n'y a pas de justification qu'on applique un coefficient d'érosion monétaire. Alors il ne faut pas prendre les gens en traître. Il faut, à mon avis, si on dit, écoutez, à partir de 1er janvier 2026, la règle change. Et moi, je l'ai vécu sur ma commune. J'étais maire 16 ans également, quand on a changé les règles d'urbanisme, quand on est passé du POS au PLU, quand on a prévenu les gens, leur dire, écoutez, dans 3-4 ans, vos terrains à bâtir, ils ne seront plus à bâtir. Et s'ils étaient équipés, je peux vous assurer que les gens, ils ont vendu. Et ça a créé un choc de l'offre. Voilà, alors, je sais bien que tout ça, c'est à mettre avec les textes sur ZAN, l'artificialisation et autres, mais il faut qu'on ait... C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ait un texte global, rapide. Il faut prendre des mesures d'urgence dans le PLF pour redonner de l'espoir. Hein, j'insiste bien. Mais il y a plein d'outils à notre disposition qui sont incitatifs, et je pense que moi, la réforme des plus-values immobilières en fait partie, sans bien évidemment toucher au secteur de la résidence principale, mais le secteur de la résidence secondaire. Alors, tout à l'heure, on parlait de zones tendues, d'Airbnb et tout ça. Moi, je pense que ça ne va pas libérer 1 mètre carré. Il faut être beaucoup plus offensif, et même dans les zones tendues, je peux vous assurer qu'on sera très efficace. Sylvain, une réaction ? Oui, sur l'inversion de la fiscalité rapport à la détention, ça avait été détecté par les professionnels immédiatement à l'époque, quand on avait travaillé sur cette proposition. Elles sont écrites, on les a, elles datent de 6 ou 7 ans. Mais ça, on l'avait identifié tout de suite. On n'a pas été écouté, il y a de la défiance systématique. Moi, je tiens quand même à rappeler, à l'heure où on cherche des solutions financières, ce qui est perçu. Parce que je ne sais pas si tout le monde le voit bien. TVA sur le chiffre d'affaires de l'aménageur. Derrière, on a les droits de mutation sur le terrain, la taxe d'aménagement qui est perçue. On ajoute à ça ensuite l'impôt sur les sociétés, puisque l'aménageur, on espère pour lui qu'il a fait du résultat. L'IR, la CSG sur les loyers quand on est l'investisseur, il y a la taxe foncière, les droits de succession qui vont s'ajouter à ça, les plus-values immobilières, l'IFI. Stop, les ressources, elles sont là. Hein. On les paye tous, tout le temps, en permanence. Donc l'argent, il y est, il faut impérativement, effectivement, mettre en face les bons outils. Les ministres du logement et de l'économie vont être difficiles à convaincre, hein, parce que Bruno Le Maire, pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 semaines, disait que le logement, ça coûte de l'argent, les niches fiscales, ça coûte de l'argent, ça ne produit pas plus de logements. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre au ministre du Logement et au ministre de l'Économie, Sylvain ? Ça coûte pas cher à dire. Par contre, ça rapporte. Mais encore. Moi, je donnerais juste un chiffre. Hein, c'est-à-dire que le logement en valorisation nette, ça rapporte 50 milliards à l'État. 50 milliards à l'État, même un peu plus, oui. Mais voilà, on va dire 50 milliards à l'État. 50 milliards, c'est juste le budget de l'éducation nationale. Donc si le gouvernement peut se passer du budget de l'éducation nationale, il nous explique, ça veut dire qu'il peut enfin faire des économies. Et s'il peut faire des économies, il peut peut-être les faire ailleurs que sur le logement. Alors dans ce projet de loi de finances, Dominique Estrosi Sassone, vous serez vigilante sur la question de la rénovation énergétique. Vous qui avez présidé une commission d'enquête sur le sujet, qu'est-ce que vous attendez alors ? Oui, d'abord parce que on a entendu ces derniers temps beaucoup dire on va tout mettre sur la rénovation énergétique, ce que je ne conteste pas absolument, une petite musique disant finalement il n'y aurait plus besoin de construction neuve. Or, la politique du logement, elle a besoin de s'appuyer sur 2 jambes. Bien sûr qu'il faut continuer et il faut relancer la production neuve. Et même si on nous dit, regardez la démographie à telle échéance, non, on a besoin de logements et on en a besoin de logements dans les meilleurs délais. Effectivement, il faut aujourd'hui s'inscrire dans des politiques publiques de rénovation énergétique des logements et plus largement des bâtiments, parce que, ne serait-ce que pour tenter de respecter les objectifs que se fixe la France depuis de nombreuses années, mais qu'elle n'atteint jamais. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut atteindre la stratégie nationale bas carbone en 2050, donc faire en sorte que l'intégralité du parc de logements soit étiqueté A, B, bâtiment de basse consommation. Quand on voit qu'aujourd'hui, on est tout juste capable de faire entre 55 000 et 100 000 rénovations globales performantes par an, parce que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre la stratégie nationale bas carbone, qu'on devrait en faire 370 000 par an d'ici 2030 et 700 000 par an jusqu'en 2050, si on veut
atteindre la stratégie nationale bas carbone. Donc nous, on a montré dans notre rapport de la commission d'enquête qu'aujourd'hui, les propos incantatoires, les propos déclaratoires du gouvernement, non, il faut chercher des solutions concrètes, pragmatiques, à l'écoute des territoires, à l'écoute des élus, à l'écoute des professionnels dans chacun des territoires. Si l'on veut véritablement qu'il y ait une massification de la rénovation énergétique des logements, il faut, là encore, qu'il y ait en face des financements publics. Parce que si on n'abonde pas de façon importante les crédits budgétaires pour MaPrimeRénov', qui aujourd'hui est quasi le seul outil qui permet effectivement d'aider à la rénovation énergétique des logements, on n'y arrivera pas. Mais quand on voit que dans notre pays, on fait beaucoup moins bien que dans des pays voisins, l'Allemagne, ils sont à 9,6 milliards d'euros qui sont consacrés à la rénovation énergétique des logements. Le Royaume-Uni, 6,6 milliards de livres sterling. Et nous, péniblement, on va peut-être atteindre, là, dans ce PLF, 4 milliards. Non, le compte n'y est pas, 4 milliards. Alors on nous dit, la Première ministre a annoncé le 12 juin, 300 millions supplémentaires. Mais je suis désolée, ces 300 millions supplémentaires, si on compare par rapport aux crédits qui ont été ouverts sur MaPrimeRénov' en 2023, qui étaient moins importants que ceux de 2022, ça fera finalement que 90 millions d'euros supplémentaires. Eh bien, je suis désolée, quand on veut véritablement porter une politique publique de rénovation énergétique, de logement qui est ambitieuse et qui est de nature à donner des débouchés à travers une filière structurelle, industrielle dans l'ensemble de nos territoires, il faut se donner les moyens d'agir. Et quand on me dit que ça coûte trop cher, le gouvernement, il n'a pas hésité à mettre, à travers des boucliers énergétiques, 63 milliards d'euros sur des boucliers énergétiques, plutôt que d'anticiper justement la rénovation des logements et de sortir les Français de la précarité énergétique. Alors la relance, elle passe par un choc de simplification aussi, on l'évoquait tout à l'heure, face à l'inflation, face à la hausse des taux, à la baisse du pouvoir d'achat immobilier. Est-ce qu'il est possible, Sylvain, Frédéric, vous qui êtes les représentants des professionnels sur cette table ronde, de baisser les prix? Est-ce qu'on peut construire mieux avec moins ? Alors déjà, le gouvernement aurait pu nous appeler parce qu'il a une idée de génie cette semaine, c'est de vendre à perte l'essence. Nous, ça fait des mois qu'on vend à perte. Donc, maintenant, il peut nous appeler. Non, plus sérieusement, ouais, il y a plein de choses à faire. Déjà, simplifions, mais vraiment simplifions les normes. On a parlé tout à l'heure de la RE 2020. Ouais, tu veux... RE 2020, juste une petite chose. Il y a des spécialistes dans la salle. Je me suis penché dessus. L'arrêté qui expliquait les contraintes de la RT 2005, 13 pages. L'arrêté qui donne les contraintes de la RE 2020, 1838 pages. Voilà. Non, mais c'est clair. Donc, on avait répété. Non, mais après, on peut bien évidemment travailler sur les permis de construire, les permis d'aménager, mais surtout les PLU devraient être respectés. C'est-à-dire que moi, c'est notre combat permanent. Alors sur l'agglo de Bordeaux, mais j'imagine que c'est partout pareil. Le PLU est devenu un maximum, et quand je dis un maximum, c'est vraiment un maximum. Donc un R+4 qui a quand même été validé qui a été étudié pendant des mois pour l'élaboration du PLU, qui est validé et totalement remis en cause par soit les services instructeurs, soit la mairie. Donc ça devrait pas exister. Bruno Arcadipane tout à l'heure a parlé des recours. Arrêtons les recours, je veux dire, faisons un recours sur le PLU qui a validé des hauteurs de bâtiments, mais après, les recours parce que le bâtiment gêne, non, trop tard. Donc il y a plein de choses à faire. Je vous laisserai parler de choc sur la fiscalité, mais on peut faire, et surtout simplifions. Sylvain ? Et puis redonnons du sens aux choses. Quand on fait un permis d'aménager, ça a été très bien dit tout à l'heure, on va faire des études environnementales, des études d'impact. On va étudier la faune et la flore. Donc la faune, le vivant. Dans l'étude du vivant, il y a un vivant qu'on n'étudie jamais, c'est l'homme. Jamais. Il y a des gens qui dorment avec des duvets aujourd'hui partout dans la rue. J'ai fait ce matin un footing dans Paris, c'était lunaire. Les gens dormaient sous la pluie avec des duvets, il n'y avait même pas de tente. C'est la même chose maintenant dans Clermont-Ferrand, je ne l'ai jamais vu. Ça fait 48 ans que j'habite sur ce territoire, je ne l'ai jamais vu. Et ça y est, on l'a. Et on me prétend un reptile, etc. J'ai rien contre. Mais on ne me demande pas l'impact de mon opération et des logements que je vais construire sur la vie des gens. C'est grave. Jean-Paul Mattei, une réaction ?
Je souris parce que quand j'étais à votre place il y a 6 ans, c'est facile de... Enfin, c'est facile. C'est moins facile de légiférer et d'essayer de trouver des solutions. Sur ce problème d'urbanisation, c'est vrai que dans les PLU, dans l'établissement des PLU, et quand vous parliez du vivant, moi, chaque fois que j'ai eu à travailler sur mon PADD, vous savez, c'est le document prospectif après le document d'urbanisme, on met toujours l'environnement en 1. Moi, j'ai inversé, tout le temps. Parce que, si vous voulez, vous avez souvent des cabinets qui vous aident, on a des copier-coller, on a une espèce de pensée unique sur les documents d'urbanisme. C'est insupportable. Je vais vous citer un exemple. Mon suppléant est maire d'une commune en plein Béarn, et je crois que dans son document, dans son règlement, on parlait de port. C'est un copier-coller. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il faut que les élus aussi, l'élu local que j'ai été, que vous avez été, se saisissent aussi des documents. Et que quand on adopte ces PLU, quand on adopte ces PLUI, on est de ce rôle, qu'on ne soit pas dans le phénomène de réunion PowerPoint, où on est complètement là, hagard à regarder les slides, et on ne réagit pas. Voilà. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on balaye devant notre porte, qu'on soit en capacité aussi d'imposer ce qu'on veut dans notre document d'urbanisme, parce que c'est pas l'administration, c'est l'élu qui a établi le document qui est responsable. Mais bravo, moi je Et donc il faut qu'on l'assume. Bravo, vous êtes un exemple, bravo. Voilà. Et donc, partant de ça, les normes, moi, vous savez, je critique pas trop l'administration parce qu'on a des hauts fonctionnaires de très grande qualité, mais qui ne font qu'exécuter que les décisions des politiques. Et donc, il faut qu'on assume aussi notre rôle. Et des lois qui sont votées par l'Assemblée et des lois. Et par le mais Sénat. Mais là aussi, la construction de la... Qu'est-ce qu'on fait là? Mais le problème, c'est quand vous rédigez des textes, moi, je hurlais sur la mauvaise qualité des textes législatifs. Mais quand vous êtes à 1h du matin, je ne sais pas à quelle heure, un amendement vient se glisser, qui vous déséquilibre complètement la logique du texte, vous n'avez pas le recul pour voir un petit peu. On travaille à l'envers. C'est insupportable. Là, on est dans le cas du projet de loi de finances. On nous donne des éléments, on a les dialogues de Bercy. Ils sont ce qu'ils sont. Je trouve que c'est une bonne méthode. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on pourrait prendre un peu de recul, voire mesure par mesure? C'est pour ça que je voudrais qu'on ait une vraie loi logement. Parce que la loi logement, c'est un problème d'environnement, c'est un problème d'urbanisme, c'est un problème de fiscalité, c'est un problème de financement. C'est immense comme texte. Et on ne peut pas le tronçonner, parce qu'il n'y a pas de cohérence. Et on arrive à des absurdités comme on vient de le voir. Dominique Estrosi-Sassone, prendre du recul, c'est un peu l'une des missions ou l'un des objectifs du Sénat. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour simplifier et pour essayer de le Sénat est plus sage, le Sénat travaille plus sur le fond et plus dans l'apaisement. Mais pour autant, bien évidemment, on voit bien qu'il nous faut mieux légiférer et moins légiférer. On disait il y a une inflation législative et on en est quelque part un petit peu tous responsables parce que quand il n'y a pas un projet de loi, c'est une PPL qui va sortir une proposition de loi. Donc aujourd'hui, on est amené à voter des lois qui remettent en question des mesures que nous avons votées dans la précédente loi avant même qu'elles n'aient été mises en application. On l'a vu dans la loi Climat et Résilience où on avait une foultitude d'exemples là-dessus. Donc c'est vrai que ça, c'est plus possible. D'abord parce qu'il faut aujourd'hui donner de la stabilité, de la visibilité et donc de la pérennité, plus particulièrement dans le domaine du logement. On ne dira jamais assez que la politique du logement, elle doit s'inscrire dans le temps long. Alors je veux bien que là, on soit dans une situation de crise où il faut bien évidemment qu'il y ait des mesures essentiellement fiscales, puisqu'on va avoir un PLF, donc au moins déjà essayer de faire passer des mesures fiscales dans l'urgence, mais on n'enlèvera pas le fait qu'il faut avoir le temps long et que pour cela, alors une loi, une grande loi, comme on a eu au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la loi Elan, moi j'en ai été rapporteur au Sénat, qui a balayé un certain nombre de sujets et qui a fait avancer incontestablement des sujets. Mais j'ai cru comprendre, je ne fais pas partie de la majorité présidentielle, mais j'ai cru comprendre que cette grande loi on ne l'aurait pas, qu'on aurait un saucissonnage de lois avec soit des projets de loi,
mais par le petit bout de la lorgnette, parce que bien évidemment, il y a une majorité relative, donc on va essayer de prendre le plus petit dénominateur commun, soit des propositions de loi, mais finalement, pas cette loi importante que l'on attend pour traiter de nouveau de tous ces sujets, de sujets qui restent aujourd'hui en jachère. Il y en a un aussi directement qui ne vous concerne pas directement, mais c'est aussi toute la question de l'attribution des logements. Les maires sont au premier rang et aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne vont pas dans les méthodes d'attribution des logements, mais il y a tout ce qui touche à l'urbanisme. Quand on décide de voter le zéro artificialisation nette, je suis désolée, mais ça remet tout en question par rapport à un certain nombre de choses que l'on a pu étudier 5 ans et voter 5 ans auparavant. Donc voilà, moi je l'appelle aussi de mes voeux, cette grande loi sur le logement, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas du tout d'actualité. Alors, on constate une baisse considérable de 45% de la production de crédit immobilier dans le neuf. Comment est-ce qu'on pourrait redonner de l'oxygène aux emprunteurs? Jean-Paul Mattei. Alors, on a parlé du PTZ, et moi j'insiste surtout sur le côté différé. Hein. Je le voyais avec les jeunes accédants. C'est très émouvant de voir quand vous recevez un acte avec des jeunes qui deviennent propriétaires pour la première fois. C'est très émouvant. Et ce n'est pas un acte anodin. Je dis souvent à mes jeunes associés, concentrez-vous à ce moment-là, parce que c'est le moment d'une vie de ces personnes. Alors, dans les dossiers de financement, effectivement, on a cette règle, il y a le taux d'usure, le problème du taux d'usure, le problème du taux d'endettement, la capacité de rembourser, donc du reste à disponible. Donc on a fait des lois protectrices pour éviter que les gens soient surendettés. À mon avis, on pourrait moduler en fonction des revenus. Des revenus moyens, le reste disponible, on pourrait peut-être monter le taux pour desserrer un petit peu. Après, on essaie de mettre des choses sur le tapis. Moi, je suis en train de réfléchir à une idée qui est la suivante. Je vais presque la tester avec vous aussi. J'en ai déjà parlé à Bruno Le Maire et à différents... vous parliez, chers collègues, du bail réel solidaire. Moi, je suis là et là, parce que je sais que les gens aiment bien être propriétaires quand même. Il est utile, c'est un outil, mais ce n'est pas suffisant. Les gens aiment bien être propriétaires. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à un financement par composant. C'est-à-dire qu'un terrain, ça peut se financer sur 50 ans. Pas besoin de... Et ensuite, la structure peut se financer sur plus longtemps. Donc on pourrait réfléchir à, en quelque sorte, décomposer le financement qui ferait baisser les mensualités et les annuités, qui donnerait les perspectives. Vous êtes propriétaire, c'est différent de dire... Être locataire, c'est une somme qui est versée à fond perdu. Quand vous êtes propriétaire, même si votre maison, comme certains disent, appartient à la banque, c'est votre maison. Et c'est dans la tête des gens, c'est très important. En plus, ils peuvent la revendre dans le cheminement. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ce mode de financement. Il faut mettre les banques dans le coup. Alors, elles ont des contraintes. Il y a peut-être les critères BAL, il y a des contraintes bancaires. Il faut qu'on ait une discussion de fond avec, et ça passe par là. PTZ, taux fixe, ça il faut essayer d'éviter de tomber dans les taux variables parce que c'est trop dangereux. C'est ce qu'on connaît dans d'autres pays, c'est assez rare. Il n'y a que la France quasiment qui connaît ces taux fixes. Vous voyez par exemple en Angleterre, vous pouvez prendre un taux fixe sur 3 ans, après vous ne savez pas, c'est l'aventure et autres. Donc je pense qu'il faut qu'on s'accroche au taux fixe, mais il faut impérativement. Ensuite, je voulais juste revenir, parce que vous parliez d'environnement, il y a un sujet qui me tient à cœur, moi c'est les copropriétés dégradées, et c'est la possibilité de financer à long terme dans les copropriétés dégradées, c'est-à-dire faire en quelque sorte comme des prêts garantis par l'État pour les copropriétés dégradées, pour financer du long terme sur de la rénovation lourde par rapport à tout ça. Voilà, bon, j'étais un peu long par là. Frédéric, vous vouliez réagir à l'une des propositions? Oui, tout à fait. Juste un mot sur le financement par composant, ça existe déjà, mais dans le logement social, puisque le logement social finance ces logements comme ça, et ça permet justement d'avoir des durées sur le foncier de 50 jusqu'à 80 ans de mémoire, mais pas le particulier. Il y a une raison essentielle quand même, c'est que les fonds qui financent le logement social sont garantis par les collectivités. Donc il faudra quand même trouver une petite parade pour que les établissements bancaires autres que la Banque des Territoires puissent faire la même chose. Ben, tant mieux. Ou l'hypothèque. Et j'en profite pour dire qu'au Royaume-Uni, il y a certaines banques proposent actuellement des crédits sur 40 ans. On arrive presque au terme... à taux variable. Un mot pour conclure, puisqu'on arrive presque au terme de cette table ronde. Un message pour le gouvernement, pour les Français en demande. On commence avec vous, Dominique Estrosi Sassone. Alors pour le gouvernement, ne perdons plus de temps,
faites enfin du logement la priorité. Et pour les Français, eh bien, dire que, en tout cas, bien évidemment, il faut que les Français puissent se loger sur toute la chaîne du marché du logement, comme ils l'entendent, s'ils veulent être locataires, s'ils veulent être propriétaires. Mais pour cela, il faut bien évidemment que l'on puisse leur permettre de faire ce parcours résidentiel, y compris en rentrant dans du logement social, en pouvant en sortir pour acquérir un bien. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu que nous devons tous relever. Jean-Paul Mattei. Alors, j'assume d'être un député de la majorité, mais avec mon franc-parler, vous avez compris. Moi, je vais m'accrocher pour une vraie loi logement. J'ai dit qu'au moment de la loi Elan, excusez-moi, madame la rapporteure, mais on avait fait un beau brouillon, on n'avait pas été jusqu'au bout. Je parle globalement. Donc, il faut une grande loi logement. J'ai l'impression que ça commence à être entendu, même au niveau de Bercy, et même au niveau du gouvernement. Donc voilà, gardez espoir. Frédéric. À titre personnel, moi je pense que le logement c'est un bien de première nécessité. Sylvain l'a dit tout à l'heure. Et il y a un truc très simple quand c'est un bien de première nécessité, c'est-à-dire que la TVA est quasi inexistante, voire inexistante. Est-ce que c'est pas ça le choc de simplification, en disant on écarte toutes les lois fiscales et on met juste une TVA à taux réduit, je ne dis pas à zéro parce que l'impact serait bien évidemment trop fort. Et puis après, un petit message pour le gouvernement, c'est simplement laissez-nous travailler, faites-nous confiance, car il faut agir très vite. Sylvain. Alors moi, ça sera un message à l'attention de Monsieur le Ministre. S'il ne veut pas devenir quelqu'un dont on a le nom sur le bout de la langue à la fin de sa mandature, ça serait bien qu'il prenne rapidement des mesures fortes qui marquent le marché et qui donnent des perspectives à l'accession à la propriété. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat et merci pour ces messages forts. On peut vous applaudir.